11 juin 1955. L'horloge du circuit des 24 heures du Mans affiche 15h, 59 minutes, 55 secondes. En URSS, cela fait maintenant 2 ans que Joseph Staline est mort, et dans 6 mois, la guerre froide prendra un tout autre tournant, avec le début des combats au Vietnam. À la pointe de l'innovation, la locomotive électrique Genon Schneider vient de battre un record du monde avec une pointe à 331 km/h. En France, Edgar Faure, alors président du Conseil de l'Assemblée nationale, vient de déclarer l'état d'urgence pour la situation des événements dans la colonie algérienne. L'horloge affiche 15h, 59 minutes, 59 secondes. Sur la grille, les 60 voitures sont alignées en épi, à droite de la piste face à leur pilote qui se tient debout, prêt à bondir dès le signal du starter donné. 16h, le drapeau tricolore est abaissé. Chaque pilote se rue vers sa voiture tel un sprinter, d'une main prenant appui sur la tôle encore luisante, de l'autre d'une simple pression d'interrupteur mettant en marche une complexité mécanique comme s'il s'agissait d'une danse, parfaitement chorégraphiée à l'avance où chaque regard, chaque mouvement avait été méticuleusement décidé, oubliant parfois volontairement de boucler sa ceinture de sécurité. La Ferrari 121 LM numéro 4 est la première voiture à quitter la grille de départ, avec à son bord le jeune Italien Eugenio Castellotti, suivi de près par son coéquipier de la numéro 3. Chez Mercedes, c'est le retour des mythiques flèches d'argent après 2 ans d'absence. Mais le départ est disons plus burlesque. Pierre Lévesque a certes réussi son départ, mais Juan Manuel Fangio, alors déjà champion du monde de Formule 1, perd beaucoup de temps. Au lieu de faire comme tout le monde et d'ouvrir la porte pour rentrer dans sa voiture, il décide de sauter par-dessus pour gagner du temps. Résultat, une grosse partie du peloton lui passe devant, après s'être coincé son pantalon dans son levier de vitesse. C'est aujourd'hui les 24 heures du Mans, ce qui permet à nos as du volant de nous montrer leur ardeur et leur franc en s'affrontant sur un tour de cadran. Entre la bacchanale, défilent les autos sur la route idéale, fleuron de la CO. Mais pour gagner, il faut être endurant sur le circuit des 24 heures du Mans. L'horloge affiche 18h, 23 minutes. Sur le circuit, 2 heures ont passé et Fangio a terminé sa remontée du peloton, si bien qu'il va bientôt mettre un tour d'avance à son coéquipier de la Mercedes numéro 20. Face à lui, la Jaguar numéro 6 de Mike Hawthorne et ses monstrueux freins à disque. Les 2 pilotes sont au coude à coude, aucun ne veut céder sa place. Dans le public, certains disent même se croire dans un Grand Prix de Formule 1 tant le rythme est soutenu. La Jaguar numéro 6 n'a plus d'essence, Mike doit rentrer au stand. Pourtant, il ne ralentit pas. Au contraire, il semble prendre un léger avantage sur Fangio. Devant eux, sur sa numéro 26, le jeune Lance McLean est bien plus lent. Il faut dire que sa petite Austin Healey est presque 2 fois moins puissante que les voitures qui le rattrapent. Les leaders de la course vont bientôt le doubler pour la 5e fois, en moins de 2 heures. L'horloge a bouclé un peu plus de 2 tours de grande aiguille. Pierre Lévesque est en train de terminer son premier relais. Il roule à un rythme modéré pour préserver sa Mercedes numéro 20. Les 2 leaders sont dans son rétroviseur. Ils vont bientôt le dépasser d'un tour. Devant, Mike Hawthorne sur sa Jaguar numéro 6
passe la voiture de Lance McLean et se rabat rapidement en pilant dans les stands, de peur de rater celui de son équipe. Sur sa petite Austin, Lance a à peine le temps de réagir. D'un coup de volant sec et accompagné d'une pression brutale de frein, c'est déjà trop tard. « 1908, États-Unis. Une voiture sort de la piste et fauche une partie du public massé à cet endroit lors de la Vanderbilt Cup. Des accès spectateurs avec des barrières sont mis en place. 1922, Grand Prix de France. Des mécaniciens sont percutés par plusieurs voitures. La séparation entre les stands et la piste est améliorée. Limitation du nombre de mécaniciens. 1933, Monza, dimanche soir. Plusieurs pilotes perdent la vie sur l'un des circuits les plus rapides du monde. Les circuits ultra rapides voient apparaître des zones de dégagement et de plus nombreuses chicanes. Même si chacun de ces événements fut considéré comme un nouveau drame qui ajouta une pierre à l'édifice, cette liste, largement incomplète, a souvent été ignorée ou mise de côté, au profit d'un spectacle plus grandiose ou plus fou. Le Mans 55, ce n'est pas un choc isolé. C'est le point de rupture après de trop nombreuses leçons pas assez écoutées. 1956. Sous vos yeux, Mike Hawthorne est au volant de sa voiture. Après un an et la plus grande vague de travaux de sécurisation de l'histoire du sport, au-delà de l'automobile. Et pourtant, en se penchant plus d'une demi-seconde sur cette vidéo, on voit sur la piste des voitures, des vélos, des piétons, et cela pour une raison évidente. Cette vidéo est tournée sur route ouverte. Ce qui a permis au sport automobile d'évoluer, ce n'est malheureusement pas l'organisation, qui a toujours considéré ces accidents comme partie intégrante du sport. Non, c'est les pilotes eux-mêmes qui, très souvent, se sont manifestés. D'autant plus à partir de cette date du 11 juin 1955 et qui se sont battus contre ce qui les faisait vivre. Mercedes se retira de la compétition pendant près d'un demi-siècle et le gouvernement suisse promulgua une loi qui ne fut levée qu'en 2022. L'interdiction d'effectuer des courses en circuit public, article 52 de la loi fédérale suisse. 1958. Maroc, Formule 1. Le circuit est beaucoup trop rapide pour les dégagements offerts. La majorité des pilotes lancent une grève en protestation, après un accident mortel. 1964, Le Mans. Une vague d'accidents due à la mauvaise visibilité fait scandale. Les zones dangereuses sont mieux marquées, et les améliorations apportées aux phares se retrouvent aujourd'hui sur nos véhicules. 1966, Spa-Francorchamps. La Formule 1 est face à un grand nombre d'accidents, dus aux vitesses qui s'élèvent de plus en plus. Les pilotes fondent alors la GPDA, et deviennent, en plus de simples pilotes, des acteurs politiques du sport. Et ils exigent des rails de sécurité, ainsi que la suppression de toutes les zones trop rapides. 1970, Allemagne, Nürburgring. Les pilotes refusent catégoriquement de courir sur l'interminable boucle nord du circuit tant elle est dangereuse. On la surnomme l'enfer vert. Et je me revois encore en train de sauter avec la voiture. Et quand tu sautes, la route, elle est barrée devant la voiture par les spectateurs.
Que s'est-il passé pour qu'on en arrive à ce point? Oui, il y a la folie et la démesure de l'homme qui, de toute façon, est considérée comme acceptée depuis toujours. Pourtant, la sécurité ne devrait en aucun cas en être un frein, mais un enjeu central. Sincèrement, malgré tout ce que je viens de citer, est-ce réellement fini? Mais bien sûr, il y a les circonstances. Pas de chance. Pourtant, avec un peu de recul, encore aujourd'hui, c'est le drame qui fait vivre le sport auto. À votre avis, pourquoi avez-vous réellement décidé de m'écouter jusqu'au bout? Un peu plus d'un siècle après avoir inventé le sport, ne plus en mourir devient peut-être une réelle préoccupation.